Bonjour à tous. Je vous propose une vidéo un peu différente aujourd'hui, car elle va vous parler de moi. Les repères changent, le monde évolue, et moi aussi. Comme vous, je me suis construit dans un environnement qui change sans cesse. Les règles bougent, les valeurs se déplacent, les récits collectifs perdent leur force, les promesses se décomposent, les autorités se contredisent. Alors je crois qu'en grandissant, et sans le décider vraiment, j'ai compris que mon ancrage, ce serait moi. Je me suis appuyé sur ma lucidité, sur mon sens critique, sur ma capacité à regarder les choses en face. J'ai fait de ma liberté intérieure un socle. Penser par moi-même, décider par moi-même, assumer par moi-même. Cette posture, sans nul doute, a fait de moi un homme solide. Et alors que tout devenait relatif, que tout se discutait, que tout se renégociait sans cesse, il me restait, comme boussole, que la cohérence personnelle. Je me suis rapidement reconnu dans la figure de l'homme libre, responsable, qui avance sans béquille idéologique, sans dogme hérité, sans révélation imposée, ni de morale prête à porter. Mon exigence, toutes ces années, fut de comprendre, vérifier, éprouver, essayer de ne jamais déléguer mon jugement, et rester fidèle au rêve du petit garçon que j'étais. Ma personnalité m'a offert une forme de souveraineté, mais elle m'a aussi exposé à un vertige, celui de la liberté. Une vie où chaque décision engage, chaque erreur se paie. Et si, comme je le crois, chaque succès repose sur des fondations intérieures, alors, qu'en est-il des échecs? J'ai longtemps pensé que cette manière de m'habiter moi-même suffisait, qu'un esprit clair, une volonté ferme, une capacité d'adaptation pouvaient remplacer n'importe quel absolu. J'ai valorisé la poésie, l'esthétique autant que la stratégie, l'intelligence des situations. J'ai appris à naviguer, à anticiper, à corriger. Ce rapport à moi-même m'a permis d'avancer dans un monde instable, de transformer l'incertitude en terrain de jeu et de faire de la liberté une pratique quotidienne. Autour de moi, je voyais des tentatives de retour aux religieux, des idéologies recyclées, des promesses technologiques, des récits politiques. Chacun proposait son truc sans jamais me convaincre. Et alors que je continuais dans la vie, puis en prenant de l'âge, avec toujours cette liberté maximale comme principe, la responsabilité comme méthode, la lucidité comme protection, je ne savais pas encore qu'un objet né dans le code et la cryptographie allait venir résonner avec cette quête. Une sorte de forme immuable, compatible avec l'esprit moderne, une loi extérieure, impersonnelle, durable. J'entendais depuis toujours que l'homme porte en lui un désir ancien, celui d'un point fixe, qui ne trahit pas, une loi qui ne se plie pas, une structure qui traverse les époques. Mais ça ne me parlait pas, car chacun de ces absolus me semblait induire une sorte de soumission à un dieu, un texte, à un gourou. Avec le temps, j'ai perçu comme une limite obligée de cette situation la liberté telle que je la vis, que je l'incarne même pour beaucoup. Elle ne crée pas d'ordre commun. Elle n'engendre pas de continuité collective. Elle se vit, elle se partage par la parole, elle se transmet par l'exemple, mais elle ne se matérialise pas. Les religions ont inventé les textes sacrés, les philosophes ont écrit leurs pensées, les États ont proposé leurs constitutions, les marchés ont défini leurs règles. Chaque époque a produit ses absolus. Chacun portait une promesse d'ordre, de stabilité, de transcendance. Mais chacun s'est heurté à la contingence humaine, au rapport de force, aux interprétations, aux compromis et à l'usure du temps. De mon côté, il m'arrivait de ressentir un écart. D'un côté, une souveraineté intérieure très forte. De l'autre, l'absence de support extérieur de même nature. Une liberté vécue, oui, mais sans totem. Une loi intime, mais sans incarnation universelle. Une exigence de vérité, sans structure partagée capable de la porter dans le temps. Je ne savais pas encore que la lumière viendrait de ce protocole, de ce code ouvert, de cette règle mathématique inscrite dans le temps. Et je m'apprêtais alors à découvrir une structure qui ne cherchait pas à me gouverner, qui ne prétendait pas me dire comment vivre, mais qui allait simplement m'offrir un point fixe, objectif, partageable et surtout indestructible. Quand j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à Bitcoin, je l'ai abordé comme un simple produit financier, à fort potentiel, un truc marrant puisque subversif. Et rapidement, j'ai découvert bien plus. Une structure, un ensemble de règles, une loi. Très vite, quelque chose a résonné profondément en moi. Je découvrais un système fondé sur des principes simples et radicaux. Une émission limitée, une règle connue à l'avance, une validation distribuée, une résistance à la censure, une impossibilité de falsification. Aucun centre de décision, aucun arbitre ultime, aucun pouvoir capable de modifier la règle pour son propre intérêt.
Une loi impersonnelle inscrite dans le code, exécutée par des machines, vérifiée par des milliers d'acteurs indépendants. Cette loi ne demandait aucune adhésion idéologique. Elle ne promettait aucun salut. Elle ne cherchait pas à convaincre. Elle existait. Elle fonctionnait et elle persistait. Elle traversait le temps, bloc après bloc, indifférente aux crises, aux discours, aux changements politiques, aux émotions collectives. Une continuité froide, précise et inaltérable. Puis, sans le vouloir, en continuant à me former, à essayer de comprendre, j'ai reconnu quelque chose de familier. La même exigence que celle que je m'impose à moi-même. La même intolérance à l'arbitraire. La même primauté de la règle sur la volonté. La même souveraineté. La même impossibilité de compromission. Ma liberté intérieure repose sur une loi simple. Ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas déléguer. Ma responsabilité, ne pas me soumettre à ce que je sais faux. Bitcoin repose sur une loi de même nature. Une règle qui ne s'adapte pas aux circonstances, qui ne négocie pas, qui ne se plie pas aux intérêts particuliers, qui ne se modifie pas sous la pression. Pour la première fois, je voyais apparaître hors de moi un objet qui incarnait la même structure que ma propre liberté. Une souveraineté codée, une discipline inscrite dans la matière numérique et dans un livre blanc. Une rigueur mathématique qui faisait écho à ma rigueur morale. Une invariance temporelle qui me ravissait. En moi, la liberté prend la forme de la pensée. Dans Bitcoin, elle prend la forme du protocole. Deux expressions différentes d'une même structure. Fondamentalement, l'autonomie, la responsabilité, la non-soumission. Bitcoin ne demande rien. Il offre une règle claire, transparente, vérifiable, accessible à tous. Une loi qui traite chaque individu comme un nœud souverain. Une loi qui protège la propriété par la cryptographie plutôt que par la violence. J'ai compris que je faisais face à une loi extérieure capable de porter dans l'ordre du monde ce que je portais dans l'ordre de ma conscience. Une loi sans visage, une intention sans faiblesse humaine. Bitcoin devenait alors une forme d'absolu rationnel, un invariant extérieur qui parlait le même langage que ma liberté intérieure. Je faisais face à la rencontre de deux systèmes autonomes, fondés sur la rigueur, la responsabilité, la résistance à la corruption. L'un inscrit dans ma conscience, l'autre dans le code. Bitcoin cessait d'être un actif parmi d'autres. Il devenait un point fixe extérieur qui reflétait sans la trahir la souveraineté intérieure de l'homme libre que j'étais. L'arrimage s'est imposé naturellement. Quand une loi extérieure porte la même exigence que sa loi intérieure, on ne s'y soumet pas, on s'y relie. Ma liberté cessait d'être seulement une expérience intime qui tentait de trouver une correspondance dans l'ordre du monde. Elle s'inscrivait dans une structure qui ne dépendait d'aucune volonté. Une règle qui traversait le temps, une continuité qui ne s'altérerait pas. S'inscrivait alors en moi la conviction que détenir du Bitcoin n'était pas seulement posséder une unité monétaire, c'était participer à une loi, c'était inscrire ma confiance dans une structure, c'était reconnaître la primauté d'une règle sur toutes les formes de pouvoir. Je cherchais la cohérence, une adéquation entre ce que je suis et ce que je soutiens dans ce monde. Une congruence entre ma conception de la liberté et l'architecture des systèmes auxquels je confie mon existence économique. Et ce pacte silencieux, je respecte la règle me protège. Je reconnais la loi garantit ma souveraineté. Quand on a construit sa vie sur la souveraineté, sur le refus des tutelles, rencontrer un protocole qui incarne ces valeurs dans l'ordre collectif produit une vibration profonde. Bitcoin devenait pour moi comme un totem, un symbole qui rassemblait, qui structurait, sans jamais contraindre. Un objet qui ne demandait rien, qui se contentait d'exister, selon ses propres lois, accessibles à tous, je l'ai déjà dit. Pour la première fois dans l'histoire, il devenait possible d'allouer du capital à une structure qui incarne une vision du monde. Bitcoin me donnait la possibilité d'investir dans une philosophie, une loi, une métaphysique opérationnelle. Pendant des millénaires, les hommes ont cru, espéré, combattu pour des principes, mais jamais ils n'avaient pu investir directement dans l'infrastructure même de ce en quoi ils croyaient. Avec Bitcoin, cette frontière disparaît. La liberté cesse d'être seulement un idéal. Elle tient en quelques lignes de code. Elle tient en une règle, un réseau. Détenir du Bitcoin, c'est prendre part à une ontologie, c'est inscrire son existence matérielle dans une structure qui fait de la souveraineté individuelle un principe premier. C'est s'adosser à une continuité qui ne dépend d'aucune volonté humaine. Le mot investir prenait donc un sens nouveau, un choix de civilisation à l'échelle de moi-même.
Il m'était donné d'investir dans une structure de réalité fondée sur la rareté absolue, la transparence, la vérifiabilité, la résistance à la censure, la primauté de la règle sur l'homme. Ce n'était pas un simple choix d'allocation, c'était un choix entre cohérence intérieure et configuration d'un réel collectif. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, apparaissait une structure dans laquelle la liberté comme principe ultime, la confiance la plus intime pouvait se fondre sans risque de se voir détournée. Voilà l'ordre que je jugeais enfin compatible avec l'idée que je me faisais de la liberté. La métaphysique quittait le ciel des idées pour entrer dans la matière numérique. L'absolu cessait d'être un récit pour devenir une structure opérante. Ce que beaucoup nomment maximalisme en matière de Bitcoin relève d'une reconnaissance, celle d'un absolu enfin crédible pour l'esprit moderne, un absolu sans mythologie, sans clergé, sans promesse de salut. Bitcoin devenait subrepticement une forme de Dieu minimal, un invariant, une loi supérieure, une transcendance impersonnelle, un Dieu sans visage qui se contente d'être. Alors, si certains penseront que ce que je viens de décrire, c'est surtout ma relation à Bitcoin, plus que Bitcoin lui-même, je rappelle ou j'apprends que Bitcoin n'est pas un protocole neutre. Il est bien né d'une intention philosophique précise. Satoshi Nakamoto n'a pas créé un simple système de paiement. Il a créé une réserve de richesse mesurable et dans le même geste, une réserve de valeur au sens moral, une banque du temps long, une chambre forte pour des principes, une conservation de ce que l'homme libre reconnaît comme juste, stable et non négociable. Car comment garantir la propriété sans recourir à la violence d'État? Comment instaurer une règle incorruptible dans un monde de pouvoir corruptible? Le code lui-même porte cette intention. La limite de 21 millions n'est pas un hasard technique, c'est un choix idéologique contre l'inflation monétaire. La validation distribuée n'est pas une option parmi d'autres, c'est un refus architecturé de la centralisation. Bitcoin signifie quelque chose dès sa conception. Oui, mais l'intention philosophique à l'origine n'égale pas la garantie métaphysique éternelle. Une idée inscrite dans le code reste vulnérable au consensus humain qui l'exécute, me direz-vous. L'invariance que j'y perçois repose sur un consensus humain fragile. À tout moment, les acteurs du réseau pourraient décider collectivement de modifier les règles. Ok, le plafond de 21 millions n'est pas gravé dans l'univers, il est gravé dans un code que des humains maintiennent. Si demain, une majorité suffisante décidait de le changer, il changerait. La loi impersonnelle que je célèbre, elle s'exécute sur des machines possédées par des humains, dans des juridictions soumises à des États, connectées à des infrastructures contrôlables. Le réseau peut être attaqué, fragmenté, régulé, contraint même, bien sûr. Et puis, il y a une réalité que personne ne peut ignorer. Bitcoin est devenu un objet de spéculation massive. Pour chaque personne qui y voit comme moi une structure philosophique, il y en a 100 qui y voient un pari sur l'enrichissement rapide. La volatilité folle des prix reflète d'ailleurs cette réalité, beaucoup plus proche pour certains du casino que de la cathédrale. Je le sais, je le vois, je ne suis pas aveugle. Mais même si vous le croyez fragile, parce qu'humain, et donc faillible, Bitcoin incarne une possibilité inédite. Pour la première fois dans l'histoire, une structure monétaire existe qui ne repose sur aucune autorité centrale, fonctionne par validation distribuée plutôt que par confiance déléguée, rend le coût de la modification de la règle exponentiellement supérieur aux bénéfices qu'on en retirerait. Elle crée une convergence d'intérêts qui protège son invariance mieux qu'aucune loi écrite. Oui, le consensus peut théoriquement changer les règles, mais dans les faits, depuis 15 ans, toutes les tentatives pour modifier les paramètres fondamentaux ont échoué. Non pas parce qu'une autorité les a bloqués, mais parce que la structure même du réseau rend l'unanimité nécessaire quasi impossible. Et même si une unanimité se dessinait, il serait insensé qu'elle joue contre elle-même. Et ça, c'est une forme d'immuabilité par inertie collective. Ce n'est pas l'immuabilité d'une loi physique, c'est l'immuabilité d'un équilibre de Nash à grande échelle. Personne n'a individuellement ni collectivement intérêt à briser la règle, donc elle tient. Est-ce parfait? Je ne sais pas. Est-ce absolu au sens métaphysique? Je n'ai pas la réponse non plus. Mais ce que je sais, c'est que la structure la plus proche d'un invariant que l'humanité ait jamais produite dans l'ordre monétaire est bien là. Mon arrimage à Bitcoin est un acte de foi aveugle ou un pari calculé? Est-ce que je projette sur ce protocole les qualités qui excèdent sa nature technique? Pour ceux qui l'ont étudié de près, les faiblesses de Bitcoin sont aussi ses forces. Et si on était face
comme nous le sommes par rapport à l'état naturel des choses, devant une sorte de perfection. Évidemment, qui le sait? Alors certains le penseront peut-être, mais je n'ai pas remplacé une religion par une autre. J'ai juste découvert qu'un absolu pouvait justement exister sans demander de foi, sans exiger d'abandon de soi, sans imposer de récit. La rencontre avec Bitcoin a déplacé une frontière, agissant tel un miroir qui, de la liberté intérieure, donnerait le reflet d'une liberté codée. Peut-être est-ce cela que cherche l'homme libre depuis toujours. Ni Dieu, ni maître, mais une loi qui ne trahit pas, une loi assez solide pour supporter le poids du temps, assez impersonnelle pour ne servir aucun pouvoir, assez simple pour être comprise, assez forte pour résister, sans vote, sans abdication. Un monde où l'absolu ne demande plus qu'on y croit, un monde où il suffit qu'il existe. En regardant le chemin parcouru, je mesure ce qui a réellement changé. Je ne suis pas devenu croyant au sens classique. Je n'ai pas troqué un mythe contre un mythe. Ce qui s'est produit est plus subtil et plus profond. J'ai découvert qu'un absolu pouvait exister sans demander de foi, sans exiger d'abandon de soi, sans imposer de récit. J'ai toujours vécu avec cette idée que la seule chose réellement inaltérable, c'est la liberté intérieure, la pensée, la conscience, la capacité de dire non, de rester droit, de ne pas se soumettre à ce que l'on sait faux. Cette souveraineté-là, personne ne peut la confisquer. Elle constitue le noyau dur d'un homme libre. Elle résiste aux pressions, aux menaces, aux séductions, aux modes. Elle traverse les époques dans le silence des consciences. Pendant longtemps, cet absolu est resté strictement intérieur. Il donnait une force immense, il laissait aussi une impression d'isolement ontologique, une loi en soi sans équivalent dans l'ordre du monde, une verticalité intime sans structure extérieure capable de la refléter, une liberté vécue sans inscription durable dans une architecture collective. La rencontre avec Bitcoin a déplacé cette frontière. Je vous remercie de m'avoir écouté.